avec trois thématiques qui seront tour à tour exposées par Louise, Aline et Thibault, qui porteront d'abord sur le salaire minimum garanti, puisqu'on est dans une convention collective, il y a des minima qu'il faut respecter, sur un certain nombre de majorations liées à des contreparties, contreparties souvent liées à des suggestions, c'est une formule habituelle en droit du travail, parce que les conditions de travail sont plus difficiles, sont plus contraignantes, eh bien il va y avoir des contreparties, mais il va y avoir aussi des pauses et il va falloir effectivement gérer toute cette question-là. Et puis aussi un certain nombre de garanties en termes de temps de déplacement, parce qu'on sait que c'est un sujet important avec un certain nombre de garanties, donc en argent ou en repos. Alors, si vous voulez bien, à nouveau, avant de rentrer tout à fait dans le détail, quelques éléments, je dirais, un peu généraux qui répondent à la philosophie de cette mise en perspective et de cette nouvelle convention collective. En matière de rémunération, vous l'avez compris, la grande nouveauté, c'est un barème national unique au niveau national. C'est une grande première dans la métallurgie qui, je vous rappelle, ceux qui avaient participé à nos différents webinaires étaient assez éclatés puisque c'était des conventions collectives territoriales, donc avec des différences de rémunération et on pouvait ne pas avoir la même rémunération. Donc, quand on a dit ça, on se dit, bah, pourquoi pas? C'est une bonne idée, cette notion d'harmonisation. C'est ce qui se passe dans toutes les conventions collectives. Mais quand c'est fait comme ça, de façon, je ne dirais pas brutale, mais avec une date butoir, eh bien, on se rend bien compte que il ne va pas suffire de dire, ben voilà, c'est un nouveau barème unique, point barre, maintenant débrouillez-vous. Non, les partenaires sociaux ont fait preuve de responsabilité et ont prévu un certain nombre d'éléments, je dirais, pour pallier cette mise en place, je ne dirais pas brutale, mais unique, d'un barème unique au niveau national. Et c'est ainsi qu'il va y avoir une période transitoire qui va surtout intéresser, qui va intéresser les sociétés de moins de 150 salariés quand l'augmentation générale de la masse salariale sera d'au moins 5% et concernera au moins 25% des salariés. Là, les entreprises ont dit, attendez, non, on ne peut pas, il n'est pas possible d'avoir une application immédiate, donc il nous faut une période transitoire et il va donc y avoir pour ces entreprises déjà d'une certaine taille, une période transitoire, c'est-à-dire un report jusqu'en 2030, un report progressif de cette mise à jour du barème national. Là aussi, on comprend bien, rappelez-vous toujours cette notion, c'est pas la loi qui a décidé ça aujourd'hui, hein, ce sont les partenaires sociaux. Partenaires sociaux, c'est d'un côté des employeurs, de l'autre côté des salariés, des syndicats, et donc on va trouver des compromis. Et là, vous l'avez compris, cette période transitoire, eh bien, c'est un compromis que le patronat, que les employeurs ont pu obtenir pour éviter effectivement, sur le plan tout simplement de la trésorerie, une augmentation brutale. Et puis, par ailleurs, et là on passe plutôt du côté salarié, en ce qui concerne la garantie de rémunération, mais il va falloir un peu comparer entre ce qui s'est passé sur l'année 2023 pour chacun des salariés en termes de rémunération par rapport à ce qui va se passer en 2024. Et donc il y a tout un système de garanties qui vont permettre aux salariés effectivement de ne pas y perdre et de se retrouver dans une situation au moins équivalente par rapport à ce qu'il avait avant. Donc vous voyez, tout ça est source de compromis et quand on dit compromis, bien évidemment, c'est ce qui va apporter de la complexité. Et il va également y avoir un certain nombre d'ajustements en ce qui concerne le décompte du temps de travail qu'on va retrouver d'ailleurs ensuite dans l'incidence que vont pouvoir avoir les différentes absences qui pour certaines sont assimilées à du temps de travail, mais pas toutes. Et puis aussi les incidences que va pouvoir avoir le changement de classification et notamment des changements de classification en cours d'année, parce que là aussi, il peut y avoir des personnes, des salariés qui, au cours de l'année 2023, n'ont pas eu la même classification. Donc voilà. Donc vous voyez, à chaque fois toujours un souci d'équilibre par rapport à une révolution mise en œuvre, par rapport à des changements mis en œuvre, mais toujours ce souci de ne pas faire les choses brutalement, de trouver à la fois du temps pour les employeurs, mais aussi des éléments objectifs de comparaison. Et c'est la raison pour laquelle on arrive aujourd'hui, et donc on vous l'a mis, à une grille avec un barème unique de classification qui est du 11 juillet 2023 et pas du 13 juillet 2023. Juste deux éléments d'information. Il se trouve que ce barème-là, quand les partenaires sociaux se sont mis d'accord, vous savez, il y a déjà quelques années, ils avaient mis en place un barème de salaire minima qui, en fait, ne s'est jamais appliqué parce que déjà,
alors qu'il ne s'est pas encore appliqué, ben, en juillet 2023, ils ont convenu d'un nouveau barème unique de salaire minima. Aujourd'hui, clairement, parce qu'on sait que ce barème, ce nouveau barème va être étendu, donc va être obligatoire pour toutes les entreprises, même pour celles qui ne sont pas adhérentes à l'UMM, on considère, et c'est à la fois prudentiel et il faut anticiper, que c'est ce barème-là qu'il va falloir appliquer, donc celui qu'on vient de découvrir en quelque sorte du 11 juillet 2023, c'est ce barème-là qu'il va falloir appliquer à compter du 1er janvier 2024 et non pas l'ancien barème qui avait été mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle convention collective. Donc voilà, vous avez un barème, comme tout barème, on parle de quoi? On parle donc des groupes d'emploi, des classes d'emploi, on parle d'une rémunération brute pour une année civile complète correspondant à 35 heures. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc on a, vous l'avez compris, un barème unique qui est plus important, je dirais, par rapport au minima, plus important que ce qui pouvait exister auparavant. Alors, quelques éléments de précision par rapport à cette rémunération. Vous savez que tout le monde ne travaille pas forcément à 35 heures, mais parfois peut travailler plus. Et là, il y a deux situations à distinguer. Il y a ceux qui sont en forfait en heures et ceux qui sont en forfait en jours. Alors, en ce qui concerne les forfaits en heures, eh bien, il est prévu que quand on prévoit un forfait supérieur à 35 heures, c'est-à-dire que la personne peut être amenée à travailler plus, eh bien, ce plus, il faut le rémunérer. Donc, si cette rémunération, enfin, si cette durée du travail est augmentée de 10%, en 3h30 par semaine, il y a aussi un décalage, il y a aussi un calcul sur l'année, eh bien, il faut d'ores et déjà prévoir, quand on fait un forfait en heures pour un collaborateur, avec plus 10%, eh bien, il faut prévoir une augmentation qui, cette fois-ci, va être de 15% du salaire minimum obligatoire. Et puis, si le forfait annuel il est encore plus important, c'est-à-dire non pas plus 10% de temps, mais plus 20% de temps, eh bien, l'augmentation, le forfait lui-même va être de 30%. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne ces forfaits en heures, c'est une durée maximale que va pouvoir faire le salarié. Mais si certaines semaines, il travaille un peu moins, parce qu'il y a un peu moins de travail, eh bien, il gagne toujours autant. C'est le principe du forfait. Donc, on prend en compte ces heures supplémentaires dans la rémunération globale du collaborateur avec cette augmentation. Et le collaborateur, lui, va être amené à travailler jusqu'à ce montant maximal. Ça amène de la flexibilité, bien évidemment, et de la souplesse pour les entreprises, même s'il y a un coût fixe, puisqu'on n'est pas certain qu'à côté de ce forfait heure, il va y avoir très exactement le nombre d'heures effectives. Il peut-être y en avoir. Et puis, l'autre situation, ce sont les cadres en forfait jour. Il est habituel dans les conventions collectives, on le connaît déjà dans certaines conventions collectives, je pense à la Syntec par exemple, où eh bien, on considère que quand on est à 35 heures, quand on est en forfait jour, on n'est pas à 35 heures, et donc le minima doit être augmenté. Et c'est un peu normal parce que vous savez que quand on ne compte plus en heures et en jours, eh bien, on peut avoir des journées, certes, parfois beaucoup plus courtes, mais aussi beaucoup plus longues. Et c'est cette, je dirais, augmentation malgré tout du temps de travail quotidien qui est pris en charge et qui est pris en compte par les partenaires sociaux. Et donc là, c'est pas négligeable, hein. Plus 30% de rémunération pour un cadre qui serait en forfait jour par rapport au minimum conventionnel, ça mérite de s'assurer à chaque fois, bon, ok, on a véritablement besoin que ce cadre en question soit en forfait jour parce qu'il a l'autonomie nécessaire. Ce qui, à contrario, veut dire que si vous avez des cadres qui n'ont pas l'autonomie en question, c'est peut-être pas forcément utile de les mettre en forfait jour et donc pas forcément, et donc de ne pas prévoir cette augmentation de 30%. Et donc, pour en terminer, on a un nouveau barème, donc le barème de tout à l'heure qui était sur 35 heures, ce barème-là, on vous l'a également proposé en reprenant nos chiffres de tout à l'heure, mais en lui donnant les éléments d'information en fonction du forfait en heures, soit plus de 10%, c'est la colonne bleue, 20% c'est la colonne grise, et puis forfait jour, c'est la dernière colonne. Donc voilà, en termes de rémunération, vous retenez deux choses. Un, désormais un barème unique. Deux, des modalités
de mise en œuvre qui sont le résultat d'un compromis. Et puis 3, peut-être aussi, je l'ai oublié, eh bien un barème qui s'applique à compter du 1er janvier, qui aujourd'hui n'est pas encore étendu, mais sachez qu'il va l'être, et c'est la raison pour laquelle c'est sur ce barème-là et qu'il faut se fixer. Voilà, j'en ai terminé sur ces grands éléments. Je vais maintenant laisser la parole à Louise, qui va nous parler d'un sujet important, mais parfois un peu complexe, qui est celui du cas particulier de nos cadres débutants. Louise, tu as la parole. Je te remercie, Pierre-Jacques. Effectivement, les cadres débutants, ce sont ceux qu'on considère n'ont pas 6 ans d'expérience. En effet, la convention collective, les signataires du moins, ont considéré qu'une expérience professionnelle de 6 années était une condition de plein exercice pour les cadres occupant un groupe d'emploi de catégorie F. Ils considèrent donc comme débutant, ils ont donné une définition précise, un salarié embauché au sortir de ses études dont l'expérience professionnelle nécessite une période de mise en pratique des connaissances acquises et d'intégration à l'entreprise. Ça a amené les signataires à considérer que pour valoriser la prise progressive d'autonomie de ces salariés, que le barème soit adapté, donc avec une majoration de 5% après 2 années d'expérience, et de 8% après 4 ans. Et au bout de 6 ans, on revient sur le barème unique. L'expérience considérée, c'est chaque année accomplie en tant que cadre ou dans un emploi ayant permis d'acquérir des compétences en lien avec un emploi qui va être occupé dans l'entreprise. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas que c'est 6 ans dans la même entreprise, c'est 6 ans au titre d'un ou plusieurs contrats exécutés dans une ou plusieurs entreprises. Et préciser que tout ce qui est contrat de professionnalisation et les contrats d'apprentissage sont pris en compte pour moitié dans l'ancienneté. Il faut aussi prendre en compte que cette définition de cadre débutant entre en vigueur au 1er janvier 2024, y compris pour les salariés cadres en poste ayant au moins 6 ans d'expérience. Ça veut dire que les contrats conclus avant le 1er janvier 2024 sont à prendre en compte pour apprécier cette durée de 6 années d'expérience. On vous a remis en bas de la slide le barème avec les différents salaires à respecter pour les cadres ayant moins de 2 années d'expérience, les cadres entre 2 et 4 ans et les cadres ayant entre 4 et 6 ans. Donc voilà, il faut bien prendre en compte cette particularité des cadres dirigeants. Comme vous l'avez remarqué, le barème de rémunération est un barème annuel. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte pour apprécier si les salariés ont au moins le minimum conventionnel, il va falloir prendre en compte annuellement l'ensemble des éléments bruts de rémunération mentionnés sur le bulletin de salaire et soumis à charge, quelle que soit la dénomination de ces éléments de salaire, quelle que soit leur périodicité, et quelle que soit leur source juridique, c'est-à-dire que ça peut être issu d'un usage, du contrat de travail ou éventuellement d'un accord d'entreprise. Pour apprécier si ce barème annuel est respecté, la convention collective exclut expressément certains éléments, y compris la prime d'ancienneté, les majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, tout ce qui est contrepartie liée à des organisations ou conditions de travail particulières comme les astreintes, les contreparties pour ceux qui travaillent en équipe successive par exemple, sont également exclus tout ce qui est primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, tout ce qui est les rémunérations dues au titre des inventions de mission, ainsi que toutes les sommes issues de l'épargne salariale, l'intéressement, la participation, etc. Donc, pour vérifier que vos salariés ont le minimum conventionnel, vous devez comparer à la fin de l'année annuellement que les salaires qu'ils ont perçus au cours de l'année civile correspondent à ce barème annuel.
Voilà, je te laisse la parole, Aline, sur pour parler de la période transitoire. C'est moi qui prends la suite sur la période excuse-moi. transitoire. Ouais. Oui, donc je reviens sur la notion que Pierre-Jacques a évoquée en introduction, sur l'adaptation finalement de l'évolution des minima conventionnels dans les entreprises de moins de 150 salariés, puisque les partenaires sociaux ont bien conscience que du fait de cette harmonisation de diverses, de dizaines de conventions territoriales, en fonction des territoires, les entreprises vont être plus ou moins impactées par ces nouveaux minima. Et donc, les partenaires sociaux ont considéré que les entreprises pouvaient être fragilisées finalement par ces nouveaux minima, et donc ont convenu d'une adaptation, plutôt d'une possibilité d'ailleurs, plus qu'une adaptation, mais une possibilité pour les entreprises de ne pas appliquer immédiatement les nouveaux minima, mais de les appliquer de manière différée. Alors, ça concerne uniquement les entreprises qui ont 150 salariés ou moins. Et il faut justifier que ces nouveaux minima représentent une hausse de la masse salariale annuelle d'au moins 5%, et qui concernent ces nouveaux minima au moins 25% de l'effectif, donc qui conduirait à revaloriser le salaire d'au moins 25% de l'effectif. Donc, pour pouvoir utiliser cette possibilité, il faut faire la comparaison entre la masse salariale de l'année 2023 et la masse salariale projetée de l'année 2024 avant le 31 mars de l'année 2024. Donc ça, c'est l'employeur qui fait ce travail, éventuellement accompagné de son expert comptable. Il fait ensuite attester de la réalité finalement de ce qu'il avance par son expert comptable ou son commissaire aux comptes, étant précisé que cette attestation doit indiquer que la hausse pourrait avoir un impact et pourrait entraîner des difficultés économiques pour l'entreprise. Et enfin, on communique la grille des salaires applicable au CSE ou en absence de CSE directement aux salariés. Dans ce dispositif, alors là, sur la slide, on n'est volontairement pas rentré dans le détail, mais la convention collective prévoit, et là je résume un petit peu, mais la convention collective prévoit que les entreprises donc concernées, qui auront rempli toutes ces conditions, pourront n'appliquer finalement, ne pas appliquer ces nouveaux barèmes minima à partir du 1er janvier 2024, mais devront à partir de janvier 2025 et sur les 5 années qui suivent, quelque part rattraper les minima salariat en appliquant les nouveaux barèmes chaque année qui vont être négociés par les partenaires sociaux et en rajoutant à la hausse prévue par ces nouveaux minima 1,5 point de majoration de salaire. Et donc, pour rattraper finalement l'application du barème et s'aligner sur le barème national au 1er janvier 2030. Évidemment, le barème n'est pas celui qu'on vous a présenté, il a largement le temps d'évoluer d'ici les 6 prochaines années. Voilà, sur ce dispositif qui est un petit peu particulier, on rentre pas plus dans les détails. Là, il faudra mener une analyse au cas par cas en fonction de la situation des entreprises. Et je laisse la parole, cette fois-ci à Aline, sur la garantie conventionnelle individuelle de rémunération. Oui, donc la garantie individuelle de rémunération, on a dit il y avait 2 garde-fous finalement dans l'application de ces mini-conventionnels. Un garde-fou pour les entreprises de sorte à ce que ça augmente pas trop leur masse salariale, mais aussi un garde-fou pour les salariés de sorte à ce qu'ils ne perdent pas en termes de rémunération au titre de l'application du nouveau barème. Donc cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération, elle vise à faire une comparaison, à prendre une photo en fait de la rémunération que le salarié a eue au titre de l'année 2023, au 31 décembre 2023, et à regarder sur les années qui suivent si en application des nouvelles dispositions conventionnelles, il perçoit au moins la même chose. Donc cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération, elle vise les salariés qui sont présents au moment du passage au nouvel accord collectif, donc c'est-à-dire présent sur l'année 2023. Ce montant de la garantie, on nous dit clairement que le salaire ne peut être inférieur à la rémunération perçue en 2023 en application des dispositions conventionnelles et du contrat de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on vise un maintien de rémunération au titre des avantages que le salarié prend de son contrat de travail d'une part et des dispositions conventionnelles d'autre part. On ne vise pas, par exemple, les avantages que le salarié peut tirer en termes de rémunération au titre d'usage qui peuvent fluctuer avec le temps. Si on constate une différence
à ce moment-là, il y aura le versement d'un complément de rémunération qui sera rendu obligatoire au titre de l'application des dispositions conventionnelles. Donc, on sera sur un versement annuel après la vérification, versement donc d'une indemnité qu'on appellera une indemnité différentielle. On est sur des barèmes minimaux annuels, donc par définition, on va prendre la rémunération annuelle de 2023, qu'on va comparer à la rémunération annuelle de 2024, qu'on comparera à la rémunération annuelle de 2025, et ainsi de suite. L'évolution de cette garantie, comment ça va évoluer dans le temps? On va faire cette comparaison, si on peut juste revenir sur la slide d'avant, si on va faire cette comparaison en fait année après année jusqu'à ce qu'il y ait une résorption en fait de cette différence de rémunération. Concrètement, ça va surtout concerner des salariés qui pourraient changer de statut avec l'application de la nouvelle convention collective entre les statuts cadres et les statuts non cadres, sachant que ce passage en fait d'un statut à un autre, il y a déjà des compensations qui sont prévues dans le cadre du changement de classification. Donc, ça ne va pas concerner une catégorie de salariés importante. C'est-à-dire que les dispositions conventionnelles et les dispositions contractuelles, quand on les cumule, de toute façon, l'application de la nouvelle convention collective ne vous permettra pas de diminuer la rémunération du salarié qui est déjà fixée avec son contrat de travail et qui est applicable aujourd'hui. Donc, on va être vraiment sur des cas assez spécifiques en pratique. Cette assiette de comparaison de la garantie individuelle de rémunération, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce sont tous les salaires qui sont soumis à charge et qui sont pris en considération pour faire cette comparaison prévue par le contrat de travail ou prévue par les dispositions conventionnelles. Et on va comparer avec ce que le salarié va percevoir en 2024. Ce sur quoi il faudra être prudent, c'est que si vous avez une absence au cours de l'année 2023 ou au cours de l'année 2024, il faudra reconstituer la rémunération au titre de cette absence pour pas avoir une année 2024 justement avec une absence de rémunération ou une 2023 pour comparer en fait des masses qui soient cohérentes et qui soient communes. Idem, si jamais le salarié change de fonction, si jamais il y a un changement dans sa rémunération, il faudra adapter à chaque fois votre assiette et votre base de calcul pour comparer des choses qui soient cohérentes entre elles. Donc ça, c'est pour la garantie individuelle de rémunération. Donc, garde-fou pour les salariés de sorte à ce qu'ils ne perçoivent pas moins en 2024 que ce à quoi ils avaient le droit au titre de leur contrat des dispositions conventionnelles en application des dispositions de 2023. La convention collective, au-delà des barèmes minimums, elle prévoit un certain nombre de primes et avantages salariaux qui sont plutôt liés en fait, en général, au mode d'exécution du contrat de travail et surtout au mode d'organisation du temps de travail. Il y a une indemnité d'habillage, donc il faut savoir que le Code du travail nous dit qu'un salarié qui doit s'habiller sur son lieu de travail, le temps d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet d'une contrepartie. La convention collective de la métallurgie, au niveau national, en tout cas, était muette jusqu'à présent sur ce point. Peut-être qu'il y avait des conventions territoriales qui le traitaient. Aujourd'hui, on a des dispositions conventionnelles qui vont s'appliquer et qui va prévoir le versement d'une contrepartie en argent, puisque chaque semaine, en fait, le salarié aura le droit au versement d'une indemnité qui est égale à la moitié du salaire minimum hiérarchique correspondant à ce temps. Alors, c'est quoi la moitié du salaire minimum hiérarchique? Vous prenez le coefficient, vous prenez la base annuelle de rémunération qu'on a vu tout à l'heure, vous divisez par 12 et vous divisez par 151,67, une base 35 heures pour qu'on ait justement la valeur horaire de ce salaire minimum hiérarchique. Possibilité de verser cette indemnité d'habillage en une seule fois par un versement annuel, si on veut que ça ait un impact pécuniaire plus conséquent. Et possibilité aussi de la convertir en repos. Voilà. Donc ça, c'est pour l'habillage des habillages pour les salariés donc qui ont une tenue de travail obligatoire et qui doit être obligatoirement mise sur le lieu de travail. Le travail habituel de nuit, donc là, on parle des salariés qui travaillent habituellement la nuit, ont une majoration minimum de 15% du salaire minimum hiérarchique pour les heures accomplies entre 21h et 6h. Pour vérifier en fait si le salarié bénéficie bien de cette majoration, on va prendre en compte les avantages salariaux versés par l'entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit
quelle qu'en soit la dénomination, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'objectif des partenaires sociaux, c'était pas d'augmenter et de majorer massivement le travail habituel de nuit si l'entreprise a déjà des contreparties qui existent. Donc, en fait, si vous avez déjà une prime de nuit, si vous avez d'autres éléments que vous versez par rapport au travail de nuit, il faudra qu'on vérifie si ça correspond bien à une majoration minimum de 15% du salaire minimum hiérarchique. Si c'est le cas, vous répondez aux dispositions conventionnelles. Donc, par contre, il faudra quand même faire attention, là, quand vous allez analyser vos payes et vos avantages salariaux, faire attention au vocable aujourd'hui que vous utilisez. Si vous avez quelque chose qui est spécifique aux travailleurs de nuit, c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut valoir le coup quand même d'avoir un vocable qui corresponde bien, qui rattache bien cet élément de salaire au travail de nuit. Autre majoration, enfin pas majoration, mais indemnité, pardon, en termes de rémunération, c'est quand on travaille en équipe successive. Donc en fait, c'est des équipes qui se suivent. Ça peut être les 2-8, les 3-8. Enfin après, ça dépend comment l'entreprise est organisée. Obligation de verser un montant, enfin une prime d'un montant qui est égal à 30 minutes, donc à la moitié du salaire minimum hiérarchique, donc une demi-heure de temps de rémunéré pour le travail en équipe successive. Ce n'est pas dû s'il y a un arrêt supérieur à une demi-heure. Donc en général, quand on a des équipes successives, souvent sur la période de poste, on a une demi-heure de pause. Là, typiquement, on est exactement là-dessus. Pour vérifier justement si le bénéfice de la prime, on va prendre en compte les éventuels avantages salariaux versés par l'entreprise, spécifiquement au titre du travail en équipe successive. Même, pareil, même formulation, même si c'est intégré au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination. L'idée aussi, c'est comme dans les dispositions conventionnelles, on avait des conventions collectives territoriales qui allaient prévoir des montants en argent pour compenser le travail en équipe, d'autres qui prévoyaient de la pause payée pour compenser le travail en équipe. Donc l'idée, en fait, c'est de pas ajouter, c'est de faire masse, en fait, de tous ces éléments avantages en termes de rémunération qui étaient accordés pour savoir si le salarié bénéficie bien au moins de ces 30 minutes correspondant au salaire minimum hiérarchique. Travail exceptionnel de nuit, férié, dimanche, des majorations quand on travaille exceptionnellement la nuit, les fériés et les dimanches. Donc pour le travail exceptionnel de nuit entre 21h et 6h, plus 25%. Donc c'est quoi la différence entre les 15 et les 25%? C'est que là, le travail il est exceptionnel, quand de l'autre côté, il était habituel la nuit. Travail du dimanche, plus 100%. Travail d'un jour férié, plus 50%. Et en cas de cumul des majorations, on retient la majoration la plus forte. Donc, c'est-à-dire que si on travaille de nuit, un jour férié qui tombe un dimanche, on sera majoré à 100%. Autre point qui est prévu par rapport aussi à la nuit d'ailleurs, c'est le panier de nuit. Donc, pour les travailleurs de nuit, donc là, on est vraiment sur du travail habituel de nuit, la convention collective prévoit un remboursement de frais qui s'appelle le panier de nuit, dont le montant est fixé dans la limite de l'exonération des barèmes fixés par l'URSSAF. Si vous avez des paniers plus importants, vous avez l'usage aujourd'hui de verser des paniers d'un montant plus important, vous allez continuer à verser votre usage à appliquer votre usage de verser des paniers plus importants. Par contre, il faut juste faire attention à la part exonérée, non exonérée. Mais ça, vous devez déjà avoir l'habitude. Autre point qui n'était pas prévu jusque-là dans la convention collective et qui a été ajouté, c'est la gestion en fait des rémunérations des inventions quand on a des salariés qui ont des missions inventives et que ces missions en fait peuvent faire l'objet d'un brevet. Il y a la prévision de versement d'une prime de 300 € ou lorsque l'invention présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise, à ce moment-là, il y aura une négociation du montant en fait attribué aux salariés avec l'idée d'un juste prix fixé entre les parties. Et après, pour les autres inventions qui ne seraient pas brevetables, on reste sur la négociation entre les parties de la compensation de réalisation de cette invention. Voilà pour les différents éléments, primes, majoration et indemnités qui sont versés, qui sont prévus au titre de l'application des dispositions conventionnelles nationales. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas du coup. Alors, il y a un certain nombre de questions, on peut peut-être en passer certaines avant de poursuivre. Alors si je reprends... Même si le temps d'habillage, alors si vous avez le temps d'habillage, je les ai mises. Même si le temps d'habillage se fait pendant les heures de travail, en fait, si votre temps d'habillage, il se fait pendant le temps de travail, ça veut dire que vous l'avez assimilé à du temps de travail effectif. Donc effectivement, vous versez déjà une contrepartie qui est présente. En fait, vous allez au-delà des dispositions conventionnelles puisque non seulement vous le rémunérez,
Et en plus, il est décompté dans vos durées maximales de travail, dans le décompte de vos heures sup, dans tout ce qui s'ensuit en fait. Là, on vise le temps d'habillage qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, mais qui fait l'objet d'une contrepartie en argent ou en repos. Donc, si vous l'assimilez sur le travail effectif, vous allez au-delà des dispositions conventionnelles. Ensuite, je remonte un petit peu plus haut. Il y en avait des questions sur la base de comparaison annuelle entre le salaire versé et le minimum, les salaires minima hiérarchiques. On nous demandait si les PPV étaient à inclure dedans. Donc non, les PPV par principe, c'est des primes à caractère exceptionnel et en plus elles sont pas soumises à cotisation sociale, donc elles sont pas à prendre en considération. Faut-il prendre en compte les avantages en nature? Oui, les avantages en nature sont prévus comme faisant partie de la base de comparaison. Et on a, est-ce qu'une prime d'absentéisme versée en fonction de la présence peut être prise en compte dans le calcul? A priori, oui, elle n'est pas dans la liste des exclusions de la comparaison, donc a priori, oui. On a répondu au fur et à mesure d'un certain nombre de questions là au fil de l'eau. Mmh. Oui. Du coup, ensuite, est-ce que les paniers de nuit sont pris en compte dans le calcul des 15% du SMH? Alors ça, non, puisqu'on est vraiment sur un élément de salaire et le panier de nuit, c'est un remboursement de frais. Et en plus, on a deux dispositions conventionnelles bien distinctes sur le sujet entre le travail habituel de nuit et le panier de nuit. Ensuite, je vois qu'il y a une question, il y a déjà une réponse. Prime de travail en équipe, cela vient en plus des heures de pause payées. Eh bien, c'est justement parce que dans la métallurgie, jusque-là, en Haute-Savoie, on avait une indemnité de pause payée d'une demi-heure, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de majoration, enfin, on n'avait pas de prime d'équipe proprement dit, on avait de la pause payée d'une demi-heure. Ça va se compenser en fait, la prévision par la nouvelle convention d'un montant égal à une rémunération de 30 minutes et la pause de 30 minutes qu'aujourd'hui on rémunère puisque finalement on nous demande de prendre en compte les autres avantages éventuels salariaux, éventuellement versés par l'entreprise et le fait de payer une pause qui n'est pas du temps de travail effectif, par principe, c'est bien un avantage salarial. Voilà. Donc ça, c'est spécial Zoom Haute-Savoie, puisque vu qu'on est sur Haute-Savoie, tu seras pardonné. On connaît pas trop mal. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si on a fait le tri. On va reprendre les questions, sinon il faudra peut-être y répondre par message directement, comme ça permet de vous apporter la réponse. Autre élément de salaire important de rémunération, c'est la prime d'ancienneté. Dans la prime d'ancienneté, rien de bien nouveau en fait au niveau de la métallurgie. Elle existait, elle existe, elle existera. Elle concerne qui? Elle concerne nos salariés qui sont non cadres. Donc on est toujours sur les salariés non cadres. Donc aujourd'hui, ce sont les catégories d'emploi qui vont de A à E, toujours à partir de 3 ans d'ancienneté, et elle évolue toujours jusque 15 ans d'ancienneté. À partir de 15 ans, on s'arrête. La formule de calcul, forcément, elle va varier. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus ce coefficient hiérarchique multiplié par un pourcentage, si on était ouvrier, technicien, etc., multiplié par une valeur de points. On va avoir toujours la valeur de points, certes, mais on va avoir une valeur de points multipliée par un taux. Donc, valeur de points multipliée par un taux, multiplié par 100, et ensuite multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Et le taux, lui, il est fonction de la classe emploi qu'on a. Donc, si on est A1, le taux, c'est 1,45. Si on est A2, 1,60. Et ainsi de suite. Vous avez le petit tableau dans la slide. La valeur de points, c'est là où on a une survie en fait des conventions collectives territoriales. Cette valeur de points, elle est fixée au niveau du territoire. Donc en fait, nous par exemple sur la Haute-Savoie, on va avoir une valeur de points fixée par la Haute-Savoie, pareil en Savoie, pareil dans le sud, etc., en fonction des territorialités, des branches qui s'appliquent. C'est là où on a une survie des dispositions conventionnelles qui vont fixer la valeur de points. Si jamais la valeur de points n'a pas été fixée au 1er janvier 2024, pas d'inquiétude, on va prendre la valeur de points qu'on appliquait jusque-là. Elle varie en fonction de l'horaire de travail, c'est-à-dire qu'on a une prime d'ancienneté pour une valeur 35 heures. Si on fait des heures supplémentaires, la prime d'ancienneté évolue. Si on a une convention de forfait en jour, c'est-à-dire qu'on est non cadre, on relève des catégories A à E, mais on a quand même un décompte du temps de travail en jour, c'est possible par l'application des dispositions conventionnelles. On nous demande de majorer cette prime d'ancienneté de 30%. Preuve du versement, dans la métallurgie, vous ne pouvez pas ne pas mentionner le versement de la prime d'ancienneté sur le bulletin de salaire. Vous avez l'obligation de prévoir une ligne sur le bulletin de salaire qui indique bien le versement de la prime d'ancienneté.
l'entreprise qui nous dirait non, mais moi, elle est intégrée au salaire de base, c'est pas possible. Et ça, la convention collective le rappelle bien. C'est pas possible. Pardon, Aline, c'est pas possible et en plus, ce serait très contre-productif parce que ça rendrait le salarié créancier de cette prime d'ancienneté. Non, mais j'ai pas une ligne distincte. Donc, c'est vraiment à ne pas faire, quoi. Donc, il faut absolument qu'il y ait une ligne distincte sur cette prime d'ancienneté. Garde-fou par rapport à la prime d'ancienneté, on avait dit par rapport au minimum conventionnel qu'il fallait, on peut changer de slide, qu'il fallait justement que le salarié ne perçoive pas moins. On a la même chose en fait sur la prime d'ancienneté. On va comparer le montant de la prime d'ancienneté issu de l'ancienne formule de calcul avec celui prévu par la nouvelle formule de calcul applicable au 1er janvier 2024. Et si on se rend compte qu'il y a un écart, on sera obligé de verser un complément pour maintenir le montant versé en 2023. Aussi longtemps qu'il le faudra pour rattraper le nouveau montant de la prime d'ancienneté. Cette ligne également à figurer sur le bulletin de salaire, c'est-à-dire qu'on aura prime d'ancienneté et indemnité complémentaire prime ancienneté. Après, on l'appellera un peu comme on voudra, mais en tout cas, il faudra bien qu'elle figure. On aura ces deux lignes sur le bulletin de salaire. Donc ça peut être quand même des effets qui se coulent et une des incidences quand même de cette nouvelle classification. Si on avait quelqu'un qui était classé, même s'il reste non cadre, mais qui était classé beaucoup plus haut que ce qu'il devrait, on peut effectivement aboutir à une baisse du montant de sa prime d'ancienneté. Il faudra verser cette compensation. Voilà pour les primes et avantages en termes de rémunération qui sont prévus par la convention collective. Et on passe à la rémunération des alternants. Voilà. Alors sur la rémunération des alternants, donc on a deux types d'alternants, on a les apprentis et les contrats de professionnalisation. Donc on voit que pour les apprentis en particulier, la convention collective a prévu une grille qui est un petit peu différente et plus avantageuse que les dispositions légales. Quand je dis un petit peu différente, c'est parce que les découpages de catégories d'âge n'est pas la même que pour les dispositions légales. Donc voilà, on a ces taux ici. Donc ces taux qui sont fixés en pourcentage du SMIC, ça on vous l'a bien précisé. Sur la slide suivante, on vous a indiqué les taux qui sont applicables au contrat de professionnalisation. Alors là, pour le coup, le découpage est le même que le découpage légal et on est globalement à 5% de plus que le légal sur les salariés inférieurs qui ont moins de 26 ans et on est de mémoire à 15% de plus pour les salariés qui ont 26 ans et plus. Toujours fixé du coup en pourcentage du SMIC. Et si on passe à la slide suivante, on vous a rappelé que la convention collective a prévu donc on l'a évoqué, un salaire minimum mensuel qui est fixé en pourcentage du SMIC, mais annuellement, on a une garantie minimale qui s'applique et qui va cette fois-ci être fixée en pourcentage en pourcentage de la grille conventionnelle et en fonction du niveau d'études du salarié, on va se référer à un niveau de classification plus ou moins élevé. Donc là, on vous a mis les familles. Alors quand on dit famille 1, en réalité famille 1, ça correspond aux salariés qui font un CAP ou un BEP. Famille 2, c'est pour le niveau bac. Famille 3, c'est jusqu'à la maîtrise. Et famille 4, c'est globalement les masters et les doctorants. Et donc, ils auront, eux, respectivement, l'un des 4 premiers niveaux à appliquer annuellement, où on appliquera l'un des 4 premiers niveaux de la convention collective, de rémunération de la convention collective, sachant que on parle toujours, on reprend les mêmes pourcentages. Donc, si on est sur un salarié qui a, je ne sais pas, qui est apprenti, qui a 17 ans, on appliquera 35% du salaire minimum correspondant à la classe du niveau qu'il est en train de réaliser. Voilà pour cette partie sur la rémunération des apprentis et je laisse la parole à je ne sais plus, à Louise, je crois. Ah non, ça c'est moi, pardon, excusez-moi. La rémunération des alternants. Ça senti un moment de trouble chez Louise. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Voilà, c'est. Pourtant, je suis sûr qu'on avait répété. Je finis effectivement. Donc, nos alternants, ils sont concernés par les dispositions conventionnelles qu'on a vu plus tôt, les différentes primes, les différentes compensations sur les différentes possibilités de travail exceptionnel, de panier de nuit, d'indemnité d'habillage. Les seules dispositions qui ne leur sont pas applicables,
c'est la rémunération des inventions. Alors, quand on dit ça, on parle vraiment comment dire, des dispositions conventionnelles spécifiques qui ont été prévues, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être rémunérés pour les inventions, et notamment pour les inventions brevetables qui pourraient être amenées à réaliser. Et dans ce cadre-là, on ne sera pas tenu par les dispositions conventionnelles, mais on sera tenu pour le coup par les dispositions légales qui prévoient l'obligation de rémunérer le salarié en fonction de la valeur de l'invention. Voilà, cette fois-ci, j'en ai fini. Non, et je laisse. Toujours pas, parce qu'il y a des questions pour toi. Ah, il y a des questions pour Donc, moi. on regarde un peu. Pour les apprentis, est-ce qu'il faut appliquer ces taux dès 2024, même si le contrat d'apprentissage a été signé en 2023? Oui, bien sûr. Ça, on sera effectivement obligé. Ouais. On sera obligé. Pour les apprentis, on ne prend comme base le SMIC, mais le minima conventionnel. Est-ce qu'on prend en fait le SMIC ou le minima conventionnel pour calculer la rémunération de base des apprentis? Eh bien, en réalité, on va prendre les deux. C'est-à-dire que mensuellement, on va être obligé mensuellement, on est tenu de verser un pourcentage du SMIC, mais annuellement, on devra garantir aux salariés de percevoir le même pourcentage, mais cette fois-ci, non pas en référence au SMIC, mais en référence au niveau conventionnel qui est prévu et en fonction de son niveau d'études. Et normalement, ça a dû répondre à la deuxième question, parce que la personne disait justement qu'il y avait un peu une contradiction entre la référence au SMH et au SMIC, mais en fait, on a voilà, deux niveaux de comparaison finalement mensuels et annuels qui sont basés sur deux éléments différents, le SMIC et le SMH. Et là, c'est bon, on peut te laisser tranquille, Thibaut. Ça marche. Allez, un peu de temps de déplacement, Louise. Louise, ton Effectivement. C'est mieux. Donc, le temps de déplacement, par principe, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois, la convention collective prévoit que dès lors que le temps de trajet habituel est dépassé, une contrepartie est due. Donc, cette contrepartie va dépendre de la durée du temps de déplacement, et une différence est faite entre les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et ceux dont le temps de travail est décompté en jours, ainsi que pour les itinérants décomptés en heures. Donc, dès qu'on a un temps de déplacement inférieur ou égal à 30 minutes, c'est l'employeur qui détermine la contrepartie. Est-ce que c'est une contrepartie il a le choix entre une contrepartie en argent ou en temps. Dès lors que le temps de déplacement est supérieur à 30 minutes, le temps excédentaire, donc le temps supérieur à 30 minutes, est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable aux salariés. Cette contrepartie en argent peut être convertie en repos à l'initiative de l'employeur ou du salarié si l'employeur donne son accord. Il y a la convention collective prévoit la possibilité que cette contrepartie soit versée en une seule fois au cours de la période de 12 mois. Si, par principe, si le temps de trajet correspond à l'horaire de travail, c'est rémunéré comme du temps de travail effectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie, c'est rémunéré au taux horaire. Dès lors que le salarié a un temps de travail décompté en jours, et que ça intervient sur un jour non travaillé, la contrepartie est fixée par semestre. On va vérifier par semestre le nombre de déplacements du salarié sur un jour de repos. Et en fonction du nombre de déplacements, soit la contrepartie est fixée par l'employeur, soit elle est fixée par la convention collective, la fixe, et c'est égal soit à la valeur d'une journée de salaire, qui peut également être converti en repos à l'initiative de l'employeur ou du salarié avec l'accord de son employeur. Pour les itinérants dont le déplacement quotidien est situé en dehors du temps de travail effectif, c'est-à-dire que il n'est pas à la disposition permanente de son employeur et il peut vaquer à ses occupations. C'est pareil, dès lors que le temps de déplacement dépasse en aller-retour 1h30, sans dépasser 2h30, le temps de trajet est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique du salarié. Et dès lors que le temps de déplacement est supérieur à 2h30,
en aller-retour toujours, le temps indemnisé sur la base du taux horaire peut être converti en repos. Voilà, donc ça, il faut apprécier en fonction de chaque situation de vos salariés pour vérifier ces points-là. Il y a des questions sur le temps de déplacement, peut-être avant de passer aux contreparties. Il y a une autre question après sur aussi la rémunération des alternants. Il faudra qu'on y revienne parce que je pense qu'il y a encore des questions. 30 minutes correspondent aux horaires réels du planning du salarié. Donc en fait, on a 30 minutes correspondant aux horaires réels de planning du salarié. Exemple, à Toulouse, il y a des bouchons. Le même trajet peut prendre sur les horaires de 20 minutes à plus d'1 heure. Donc, j'imagine que la question porte plutôt sur le temps habituel de trajet. Est-ce qu'on est sur 20 minutes ou 1 heure dans la mesure où ça peut fluctuer? Alors là, on n'a pas de réponse juridique enfin, on n'a pas de réponse dans le Code du travail, on n'a pas de réponse conventionnelle, on n'a pas de réponse jurisprudentielle là-dessus. Là, en fait, on va plutôt faire appel à un temps de trajet moyen, que le salarié peut mettre. C'est-à-dire que si les bouchons, c'est plutôt exceptionnel de mettre 1 heure, ben on va pas prendre 1 heure. Si par contre c'est aussi exceptionnel de mettre une demi-heure, peut-être que la vérité se situe peut-être entre 35 et 40 minutes. Enfin, il faudra trouver une solution en fait pratique à cette problématique, mais la solution, on va pas la trouver stricto sensu dans le texte en fait. Après, il y avait encore une question. Il y avait pour un salarié administratif aux 35 heures, temps de trajet de 1h15 aller, y a-t-il une contrepartie? Alors, je ne sais pas si on comprend bien la question. Je ne sais pas, Louis, si tu veux répondre. Moi, ce que je comprends, c'est qu'habituellement, le salarié a 1h15. Oui, c'est ce que je comprends aussi. En fait, vas-y. Non, je t'en prie. En fait, la contrepartie est due que si le temps de trajet habituel est dépassée. C'est-à-dire que si au quotidien, elle met toujours 1h15 pour se rendre à son travail, il n'y a pas lieu de donner une contrepartie au final. Oui, surtout, en fait, ça concerne fondamentalement les situations où le lieu de travail, pour différentes raisons, va changer. C'est ça. On est sur un lieu de travail qui est déplacé par rapport à l'habitude. Il faut qu'on précise sur cet aspect-là, sur les histoires des embouteillages, si c'est toujours le même lieu de travail et même domicile, enfin, si c'est le lieu en fait, la question, elle se pose vraiment quand le lieu de travail n'est pas le lieu de travail habituel. Donc, pour se rendre je reprends la question de Toulouse tout à l'heure, il y a des bouchons, mais c'est le lieu de travail habituel, qu'on mette 1 heure ou 3 heures, c'est pas le problème de l'entreprise. Si en revanche, un jour, une entreprise dit à un collaborateur qui d'habitude travaille à Toulouse, demain vous ne travaillez pas à Toulouse, mais vous allez travailler à Montauban, donc c'est inhabituel. Là, il va y avoir un temps de trajet qui va être supérieur au temps moyen que met en principe quelqu'un quand il se rend à Toulouse. Voilà. Et c'est cette différence de temps, parce que le lieu de travail n'est pas habituel, qui va faire l'objet d'une contrepartie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principe, il est posé dans la loi. Donc, ce n'est pas les partenaires sociaux qui l'ont inventé, mais les partenaires sociaux, face à ces dispositions législatives, ont donné des clés et des solutions pour les employeurs. Donc, en gros, plutôt que de faire ça, je dirais, de façon unilatérale dans le cadre de son entreprise, l'intérêt d'une convention collective, c'est qu'il y a une loi qui fixe un principe de dédommagement, et bien plutôt que de laisser ce dédommagement de façon gazeuse et sans que personne vraiment le gère, les partenaires sociaux disent, voilà, le dédommagement, il est comme ça, et c'est ce que vient de vous expliquer Louise. Voilà, ça me paraissait important d'apporter cette précision. Donc là, on est sur. Donc, il faut qu'on arrive à déterminer notre temps habituel de trajet pour du coup déterminer ce qui relève de l'exceptionnel quand on change de lieu de travail. Ça, c'est une chose. Par contre, tout ce qui va concerner vos indemnités de transport actuelles, vos frais de prise en charge d'indemnités kilométriques, de remboursement de trajet train, etc. Ça les modifie pas. C'est-à-dire que les avantages salariaux que vous avez mis en place dans vos entreprises pour l'indemnisation, la participation au trajet domicile entreprises habituelles ne sont pas du tout remis en cause par ces dispositions-là. On est vraiment dans le cadre du déplacement professionnel. Voilà. Les contreparties sont dues en fait aux salariés donc en heures et en jours pour répondre à une question. Par contre, les modes de contrepartie sont pas les mêmes justement parce qu'on va pas avoir les mêmes incidences sur le temps de travail. Oui, en gros, là, quand on dit et si le temps de trajet est inférieur, en fait, la question ne se pose pas.
C'est-à-dire que si c'est inférieur, on vous demande d'aller travailler ailleurs et vous mettez 10 minutes pour aller travailler dans ce nouveau lieu, alors que d'habitude, il faut traverser tout Toulouse. Là, on vous demande d'aller voir un client qui est juste à côté de chez vous. Bon, il ne se passe rien. Le salarié ne doit pas d'argent à son employeur. Voilà. Ça a été demandé à un moment donné, mais ça a été refusé par les syndicats. Voilà. Donc, quand un salarié va en formation dans un autre lieu que l'entreprise, oui, c'est ça, c'est à prendre en compte quand le salarié va en formation dans un autre lieu que l'entreprise. Oui, parce que sinon, faut bien se rendre compte que les gens habitent où ils veulent. Si moi, habituellement, je travaille à Toulouse, mais que j'habite Bordeaux, c'est mon choix absolu. Si je mets 3 heures tous les jours, c'est pas mon problème. Enfin, c'est mon problème à titre personnel en tant que salarié, mais ça ne concerne pas l'employeur. Je mets de côté les notions d'abonnement par rapport au train. Bon, voilà. C'est bien. Donc ça, on n'en parle pas. Je veux dire, c'est pas le sujet de l'employeur. C'est quand l'employeur décide, je le rappelle encore une fois parce que c'est important, quand l'employeur décide d'aller faire travailler quelqu'un ailleurs que sur son lieu de travail habituel, où ça le perturbe effectivement dans son quotidien. Je crois qu'on a répondu là. On est d'accord. On a répondu à pas mal de questions. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Et du coup, dernier point, Louise. Il existe une garantie de rémunération en cas de changement de poste. C'est-à-dire que si votre salarié est reclassé sur un autre poste, dans le cas par exemple suite à une inaptitude ou autre, et que ou un licenciement économique, et que ce changement de poste entraîne une baisse de sa rémunération, le salarié bénéficie d'un maintien de rémunération la durée de ce maintien va varier en fonction de l'ancienneté. Donc, maintien de salaire pendant 3 mois à partir d'1 an d'ancienneté, 4 mois à partir de 3 ans et de 6 mois à partir de 5 ans. C'est-à-dire que si vous changez de poste et que le salarié, suite à ce changement de poste, est censé avoir une rémunération moindre, vous devez conserver son ancienne rémunération durant une période transitoire. Voilà. C'est important, Louise, de préciser dans cette situation-là, c'est que, bien évidemment, on ne le dit pas, mais ça va encore mieux en le disant, que ça suppose l'accord du salarié. L'inaptitude, vous avez un salarié qui est inapte à son poste. On fait une recherche de reclassement. On va lui proposer un poste qui, malheureusement, prévoit une baisse de salaire. Eh bien, la convention collective dit, attention, il y a certes une baisse de salaire, mais l'employeur est obligé malgré tout, si par exemple, de maintenir s'il a 1 an d'ancienneté, de maintenir son salaire pendant 3 mois. Bon, le salarié, après, a le choix. Il sait que s'il accepte ce poste, malgré tout, pendant X mois, il aura un maintien de rémunération. Mais il faut donc son accord. Donc là, on est dans le cadre du reclassement suite à une inaptitude. En matière de licenciement économique, la situation est la même. Le poste est supprimé. L'employeur, vous le savez, doit faire un effort pour reclasser le salarié, pas forcément un poste de niveau identique. Et là, on a à nouveau cette garantie dont vous expliquez, Louise, c'est-à-dire que je vous propose, votre poste est supprimé, je vous propose un nouveau poste. Comme on est dans la métallurgie et que ce poste est inférieur et que vous avez une ancienneté de 5 ans, vous allez conserver votre actuel salaire pendant 6 mois. Bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, au 7e mois, vous n'avez plus de garantie et on retombera dans le salaire du poste. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Donc voilà, c'était important pour que les choses soient claires, de bien préciser que ça passait bien évidemment par l'accord du salarié. Alors il y a les déplacements encore qui continuent à... malgré ce qu'avait dit Sandrine qui trouvait que tout était clair, on a une question de Florence. Le temps entre le domicile et le lieu de travail est supérieur à 30 minutes en temps normal. C'est-à-dire que le lieu de travail habituel, domicile, temps supérieur à 30 minutes. Doit-on appliquer la nouvelle convention collective ou compare-t-on au temps domicile, lieu de travail avec la destination du déplacement? En fait, sur le temps de déplacement, on va prendre en compte, on ne va commencer à indemniser que quand le temps de déplacement sur l'autre lieu de travail, soit un lieu de formation, de déplacement exceptionnel, est supérieur au temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail. C'est pas une durée, oui, c'est pas un temps de transport de moins de 30 minutes, c'est le dépassement qui est supérieur à 30 minutes. Ça nécessite une appréciation qui est relativement individuelle en fait. Oui, mais souvent, ce qui va se passer, pour faire pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait,
votre salarié, il va falloir qu'il se rende sur son lieu de formation à une certaine heure. Et à un moment donné, on va se rendre compte que pour arriver, quand on a des temps de déplacement qui vraiment dépassent les temps habituels de trajet ou de manière raisonnable, un temps de trajet, on va dire, cohérent sur une journée de travail, soit on va avoir un départ la veille qui va faire l'objet d'un certain nombre de contreparties entreprises conventionnelles, soit sinon, en fait, vous allez avoir un temps, en fait, de trajet qui va se dérouler sur le temps de travail effectif, en réalité. Un salarié qui est à Toulouse et qui doit aller à Bordeaux, il y a un moment donné, il va pas partir, alors peut-être que ce sera le cas, mais à un moment donné, souvent, s'il va chez un client, par exemple, il va certainement avoir un bout de son trajet qui va correspondre à son temps de travail effectif. Où il fait Toulouse-Paris en train, il y a un moment donné, il va probablement avoir une plage qui va correspondre à son horaire habituel de travail. Et là, dans ces cas-là, ça donne pas lieu à une diminution de rémunération. Donc, mais il y a une notion qui est assez individuelle par rapport au salarié, au temps qu'il met habituellement entre son domicile et son lieu de travail. Habituellement. Thibaut, je crois que c'est pour toi. Oui, on a aussi pas mal de questions qui reviennent sur la rémunération des alternants. Alors, je vais essayer de réexpliquer une dernière fois pour que les choses soient bien claires. Voir encore quelques fois si c'est nécessaire. Donc, pour essayer de faire très clair, mensuellement, les salariés, les alternants, les contrats d'apprentissage doivent percevoir un pourcentage du SMIC en fonction de leur niveau d'études et de leur âge. Annuellement, ils bénéficient d'une garantie annuelle et donc, annuellement, ils doivent percevoir au moins le même pourcentage, mais appliqué sur l'un des salaires minima qui dépend de leur niveau d'études. Quel est l'intérêt d'avoir cette comparaison, finalement, cette garantie annuelle? Encore une fois, c'est une garantie annuelle. Cette garantie annuelle, elle ne comprend pas uniquement la rémunération des heures, mais elle intègre aussi toutes les sommes qui peuvent être versées à l'occasion ou en contrepartie du travail. Et donc, on va avoir notamment, éventuellement, la prime d'ancienneté. Alors ça va être assez rare quand même pour des alternants, mais ça peut exister. On va avoir des majorations pour travaux pénibles ou dangereux, insalubres, les contreparties salariales qui sont liées aux conditions particulières du travail, mais aussi toutes les primes et gratifications qui ont un caractère exceptionnel et même la rémunération des inventions de mission. Donc toutes ces primes-là vont s'additionner finalement et ce qui va nous permettre soit d'atteindre totalement ou partiellement, cette garantie annuelle de rémunération. Et si vous ne versez rien de plus que le SMIC, eh bien vous aurez annuellement l'obligation de verser un complément pour atteindre au minimum cette garantie annuelle de rémunération. On voit là par exemple, c'est l'exemple type d'une concession, ou plus exactement d'un effort fait en faveur des employeurs. C'est-à-dire que si on avait pris uniquement, on va me dire, il aurait été plus simple de dire c'est X% du SMH et pas du SMIC. Ok. Sauf que à ce SMH, il y a des employeurs qui ont dit bah oui, mais sauf que nous on en rajoute pour différentes raisons, comme vient de vous l'expliquer Thibaut. Et donc là, le compromis a été trouvé de dire bah si vous en rajoutez, il faut qu'on en tienne compte. Mais on ne vous demande pas d'augmenter votre rémunération, on ne vous demande pas d'augmenter votre charge salariale. Voilà. Vous voyez, c'est ça le compromis. Alors, on se dit, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oui, sauf que la complexité résulte du fait qu'il y a des intérêts divergents et qu'il faut en tenir compte. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on a répondu, il est 12h01. On s'était donné 1 heure et il est important de notre temps de travail habituel si on ne veut pas avoir d'augmentation de nos webinaires exceptionnels. Écoutez, on vous remercie vraiment beaucoup. On espère qu'on a pu vous apporter un certain nombre d'éclaircissements. Vous le savez, c'est toujours l'idée de vous apporter de l'information. Et puis derrière, les équipes locales, les équipes expertes sont à votre disposition pour, je dirais, voir avec vous au cas par cas comment on peut utilement vous accompagner, comme je l'indiquais tout à l'heure, surtout ne pas vous faire perdre du temps, de vous donner les grands principes pour vous les faire à la fois comprendre, pour mieux les appréhender et en faire véritablement, parce que c'est pour nous important, non pas une espèce de contrainte supplémentaire, mais plutôt un outil de rationalisation de l'organisation du travail, un outil de renforcement de l'efficacité des entreprises et du management. C'est vraiment dans cet esprit-là, on le redit un peu à chaque fois, que l'on doit s'inscrire, sinon c'est effectivement barbant au possible, c'est une fatalité qui nous tombe dessus. Comment on peut essayer de transformer quelque chose d'obligatoire en quelque chose de
de dynamisant et de stimulant pour le bon fonctionnement de nos entreprises. Voilà. Merci de votre attention. On était encore très nombreux aujourd'hui avec on était tout à l'heure à 90, on est aujourd'hui à 86. Enfin, on était tout à l'heure à 90 et maintenant on est à 85. Donc voilà, ça montre qu'on a su, je pense, retenir votre attention. Comme on vous le dit, un mail vous sera envoyé avec le replay. Et la présentation, c'est dans le replay qu'on voit si on a été clair ou pas très clair d'ailleurs. C'est redoutable. Merci à vous. Prochaine, Thibaut, prochain. C'est la semaine prochaine. J'ai un trou là. Oui, prochaine session, mardi prochain, même heure. Mardi prochain, même heure. Voilà, et cette fois-ci sur les congés et les absences. Bon, eh bien, écoutez, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour parler congés et pour parler absences. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci, bon appétit. Au revoir.